Bonjour à toutes et tous. On va entamer cette belle matinée de colloque avec Eva Lavric, notre collègue de l'université d'Innsbruck, qui avait prévu de parler de café, thé, cacao, chocolat. À quel point leurs descriptions sensorielles et leur mise en scène sur Internet sont-elles calquées sur le vin? Je crois savoir, par une petite indiscrétion, ça a été plus difficile que prévu au niveau du chocolat. Tu avais repéré qu'il y avait un petit peu un intrus entre thé, café et chocolat, puisque les deux autres correspondent véritablement thé, café et vin, n'en parlons pas, à de véritables boissons, alors que le chocolat, évidemment, part dans les deux directions. Il y a le chocolat liquide que l'on boit, et évidemment, il y a le chocolat solide. Et les descripteurs sensoriels couvre davantage évidemment l'aspect, ce qui t'a fait un peu abandonner cette piste du chocolat, je crois savoir, mais tu as énormément de choses à nous dire par rapport à des espaces plus riches où tu as trouvé une foule d'informations autour du thé et du café. Oui, merci. Bien, Eva, est-ce que tu peux le faire en une demi-heure à peu près, qui nous laisse un peu le temps des questions? Tu penses que c'est jouable? 40 minutes. 40 minutes, ça ira. 40. Très bien. Bien, oui, c'est Il vrai faut parler que... proche du micro. Voilà. Ça, là, vous m'entendez bien? Il pas branché. Allez, pas branché. Voilà. Il marche pas. Et l'autre? Et si je parle bien fort, vous m'entendez? Attends, c'est mieux, ça va donner. Mais dernier rang? Moi, d'habitude, on me dit que si je suis dans un restaurant, tout le monde entend ce que je raconte. Que je t'aime, que ça marche. Bien, très bien. Là, comment ça se passe? Oui, Voilà. ça se passe bien? C'est d'un esquimau. Voilà. Alors, merci beaucoup de cette présentation. Moi, je pense que j'ai cherché des prétextes pour pourquoi je parle plus le chocolat, mais c'était aussi parce que je n'ai pas trouvé exactement les mêmes genres textuels. Ça doit être différent, ça vaut la peine de le rechercher, de faire des recherches, mais ce n'est pas les mêmes genres textuels. Parce que ben, vous allez voir le genre textuel sur lequel je travaille, et ça n'existe ni pour le chocolat à boire, ni pour le chocolat solide. Hein. Donc, il faudrait voir. Bien. Merci de cette invitation, Laurent, qui m'a fait grand plaisir, parce qu'en réalité, au moment où tu m'as envoyé l'invitation, j'étais en train de travailler avec mes étudiants sur des sujets justement assez proches. Et ça, c'est un petit projet que j'ai fait avec deux étudiantes. L'une qui s'est occupée du café, c'est Vanessa Ega, et l'autre du thé, Yasmina Massoudi. Il faut dire que je n'ai pas tout simplement pu reprendre ce qu'elles ont fait, j'ai bien ajouté du mien, mais ça, je pense que ça a donné quelque chose d'intéressant, j'espère. Et voilà. Et le vin, il y a encore, mais pas comme objet d'analyse, puisque la recherche sur le vin, elle est très nombreuse. Il y en a beaucoup, et tous les autres produits ont été ignorés jusqu'à présent. Hein? Alors, je voudrais utiliser le vin comme point d'appui, point de comparaison, point de référence. S'il n'y avait pas de vin, ma bibliographie serait vide. Hein? Parce que, justement, c'est nous qui innovons ici. Hein? Donc, je viens de dire que la description et la mise en scène du vin ont déjà été étudiées. Donc, je rappelle à travers un exemple, mais je vais passer très rapidement, puisque tout le monde connaît tous ces genres textuels. Et c'est une bonne idée de s'intéresser à d'autres produits. Alors, moi, je pense qu'il faudrait peut-être distinguer entre les boissons et les nourritures solides. Oui. Mais ça peut aussi être une comparaison intéressante. Alors, on peut voir quels sont les discours descriptifs et promotionnels. Hein, il faut toujours aussi voir, est-ce que c'est quelqu'un qui veut vendre ou est-ce que c'est quelqu'un qui, comme un sommelier, cherche à être objectif. Moi, je suis sur les textes qui veulent aussi vendre. Et je crois justement que pour le chocolat solide, on a des descriptions
sensorielle assez poussée, mais non pas sur les sites web des entreprises qui veulent vendre le chocolat en question. En tout cas, je n'en ai pas trouvé facilement. Donc, tout ça, c'est à discuter. Après, comment donc s'expriment les cultures des produits? Elles sont un peu différentes. Et qu'est-ce qui les rapproche et qu'est-ce qui les distingue du discours sur le vin? Alors, si on cherche quelque chose qui soit pareil au vin pour le café et le thé, il faut aller sur les sites web des entreprises spécialisées, mais vraiment dans le segment de luxe. Ce n'est pas le thé du supermarché qui va être décrit avec tous les détails, et pas non plus le café du supermarché. C'est intéressant parce que Mathieu, il est justement en train de s'intéresser aux descriptions de vin pour le supermarché, hein, qui sont assez raffinées déjà. On verra. Bien. Alors, je rappelle tout simplement pour comparaison, une description de vin, à quoi ça ressemble et quelle catégorie on peut avoir. Évidemment, l'œil ou la robe, le nez, la bouche et bien d'autres. Puis j'ai essayé, parce que je n'étais pas contente de cette description, j'en ai cherché une autre du même vin avec plein de sous-points, cépage, production, vinification, potentiel de garde, notes de dégustation. Retenez les notes de dégustation parce qu'on va les retrouver pour le thé, accord, mets et vin, etc. Vous connaissez toutes ces catégories et on va les retrouver, mais seulement partiellement. Je rappelle également, je trouve que ça c'est un aspect intéressant, la fameuse rue des arômes du vin. On en trouve sur Internet je ne sais pas, une trentaine de variantes, dans toutes les langues, mais en français au moins une dizaine de variantes. Donc ça c'est quelque chose de très bien établi, la roue des arômes Alors vous pouvez avoir vin blanc et vin rouge séparés. Là vous avez le tout en un schéma avec toutes les nuances du goût et des arômes qui sont résumés. Voilà, ça c'est intéressant parce que cette roue des arômes, elle va servir aussi d'exemple pour des roues des arômes d'autres produits. Si on cherche sur Internet, on trouve pas mal de produits, mais là très souvent on n'en trouve pas des dizaines, on en trouve une. Donc on voit que ça commence juste, oui. J'ai eu un étudiant qui a travaillé sur le cognac. Eh bien, il a trouvé qu'en 2016, au mois d'août, il y a eu un colloque, je ne sais pas où les spécialistes du cognac se sont réunis et ont fabriqué la première roue des arômes du cognac. Donc vous voyez que le vin est précurseur, les autres... Seulement. Hein? 2016 seulement. Oui, je ne sais plus si c'était... Non, mais c'est tard, je veux dire. Mais c'est tard, oui. C'est-à-dire que tous les produits ont l'impression qu'ils se doivent d'avoir une roue des arômes. Hein? Et ça devient assez joli, très souvent. Ils ont aussi des dessinateurs qui fabriquent des choses très belles. Bien, alors, donc voilà pour le vin. Simplement un rappel pour voir sur quel fond on travaille. Là, je vais vous raconter les deux corpus, justement. Le corpus café. On aurait pu choisir un autre corpus, mais ça c'était mon étudiante Jasmina, qui a choisi les sites web de café en capsule et surtout de deux marques très connues et des marques bonnes ou chères si vous voulez, L'Or et Nespresso, et elle a choisi 10 exemples de chaque marque. Donc ça ce sera notre corpus pour le café, et pour le thé ça ressemble beaucoup. Mais donc c'est l'autre... bon, le café c'est Vanessa et Yasmina c'est le thé. Elle a choisi deux marques de thé chères, bonne qualité, de luxe, Palais d'été et Mariage Frères. Il a encore 10 exemples de chaque marque. Et il faut dire que pour le café, l'étudiante a ajouté aussi 4 exemples de café décaféiné. Parce que ça, c'est un peu spécial. Vous allez voir comment il faut écrire celui-là. Bien. Alors, il y a des choses qu'on peut faire, disons, en dénominateur commun. Par exemple, l'analyse, moi j'appelle ça analyse externe d'un genre textuel, c'est-à-dire tout ce qui est fonction, situation, émetteur, récepteur, tout ce que je peux analyser, même si le texte est en albanais. Oui?
parce que tout simplement, je le vois, il est sur Internet, il y a telle image avec, etc. Bien, alors la fonction, évidemment, c'est une fonction double, description du produit, mais aussi appel à la vente. Hein, donc cette double fonction, où paraît le texte, justement, le genre textuel que j'ai choisi et qui peut-être n'existe pas pour le chocolat, justement. Hein, ce serait intéressant d'étudier ce qui le remplace pour le chocolat. Alors, c'est justement sur le site web des entreprises. Je vais sur le site web d'une entreprise et il me présente des descriptions assez détaillées de chacun de leurs produits. Alors, quel est l'auteur? Ça, je me suis souvent demandé. C'est une question intéressante. Vous connaissez toutes ces histoires l'auteur n'est pas un, il est plusieurs, oui, de Ducrot et avant lui Goffman. Eh bien, je crois qu'ici, il y a vraiment lieu de s'interroger quel est celui qui a inventé ou d'où vient le contenu du message, et c'est certainement l'entreprise, mais à quel point cette entreprise est aussi celui qui a écrit le texte, qui a formulé, ça c'est souvent, je suppose, des agences spécialisées dans ce genre de texte, mais à quel point il y a une interaction entre l'agence et l'entreprise, on ne sait pas, hein. Mais en tout cas, il faut voir qu'il n'y a pas un émetteur. Et le récepteur, le destinataire, c'est encore plus difficile. Évidemment, c'est tous les consommateurs qui s'informent sur Internet, mais je pense que on peut dans le texte aussi voir un peu l'image du consommateur qui s'en dégage, et surtout pour le thé, c'est un consommateur très très informé, très riche aussi, oui. Je pense que le thé, ça coûte 25 € pour 100 grammes, ou quelque chose comme ça, c'est très cher. Et qui a aussi, enfin tout le monde n'ira pas s'informer sur Internet sur les spécialités de thé qu'il peut peut-être commander. C'est quand même un public, donc, et aussi avec une conscience, disons, éthique et écologique, on va le voir, c'est ce qui se dégage. Bien, donc un public raffiné et sophistiqué. Après, le plan des analyses, alors, je peux aussi l'annoncer pour les deux produits en même temps. C'est quand même en parallèle pour qu'on puisse comparer. Alors moi j'appelle ça analyse interne d'un genre textuel, c'est-à-dire quelle est la structure, quels sont les mots, les parties du texte obligatoires et facultatives. Et puis ensuite, si on va encore plus dans le détail, analyse linguistique. Quels sont les contenus, mais aussi quel est le style, quels sont les moyens linguistiques employés. Donc on va avoir l'analyse de la structure pour les deux d'abord, ensuite l'analyse linguistique, et puis on va tirer des conclusions, une conclusion pour chaque produit, et puis une comparaison et des conclusions générales. Alors on commence par le café. Voilà. Ah tiens, c'est marrant. Il n'a pas... il n'accepte pas mon écriture, le font que j'ai utilisé. Bon. Alors en réalité, le terme de café, ça tenait dans le petit carré. Oui. Bon, hein, c'est pas grave. On va pas se formaliser. Voilà. Alors, je commence à chaque fois par donner deux exemples que je ne vais pas commenter, mais parce qu'ils vont revenir plusieurs fois pour le commentaire. Donc ça, c'est deux exemples pour les descriptions de café. Un exemple de la marque L'Or et un exemple de la marque Nespresso. C'est à ça que ça ressemble. Oui. Et justement, pour rester avec ces deux exemples, on va passer tout de suite sur la structure. Donc, dans cette structure, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le nom, hein, c'est clair. On trouve une image. Ensuite, une description. Ensuite, les saveurs. Il y a une rubrique saveurs, intense, fort, vif. Une rubrique degré d'intensité. Oui, 0,9. C'est une échelle de 12 degrés possible.
le profil aromatique, savoureux et complexe, la taille de la tasse, ça pour le café, c'est toujours indiqué si c'est un lungo ou un ristretto, et une rubrique prix-vente. Et pour le deuxième exemple, eh bien, c'est tout à fait la même chose. Vous avez le nom, l'image, la description, les saveurs, le degré d'intensité, le profil aromatique, la taille de la tasse et la rubrique prix-vente. Donc, ou bien c'est la même agence qui a dessiné les deux sites web, ou bien justement, en tout cas, c'est parfaitement parallèle. Vous avez donc cette structure des parties et on peut la commenter. Alors, il existe un moule textuel pour les descriptions de café. C'est un genre textuel qui a l'air d'avoir déjà trouvé sa forme, en tout cas pour les capsules. Et on reconnaît les éléments qui interviennent dans les présentations de vin. Mais il y en a qui sont en plus et il y en a qui manquent, ça c'est clair. La description organoleptique, elle ressemble à ce qu'on a vu pour le vin, mais par exemple degré d'intensité et taille de la tasse, ça c'est spécifique du café. Et par rapport au vin, il manque évidemment le millésime, le potentiel de garde, l'accord mais vin, tout ça, et d'autres, le degré d'alcool, ça manque pour le café. Hein. Donc il y a des différences quand même. Mais la production et le cépage ont peut-être des équivalents parce que le cépage, eh bien, pour le café, ce serait l'origine du café, de quel pays il vient et quel type de café c'est. Et la production, eh bien, c'est la torréfaction qui va peut-être... en tout cas, ce sont les détails de la production, et s'il est longuement torréfié ou légèrement torréfié, etc. Tout ça, ça correspond un petit peu à ce qui se raconte sur l'élevage. Bien. Alors, on en arrive déjà à l'analyse interne du café. On va passer rapidement sur les parties du texte qui sont peut-être moins intéressantes. L'image, c'est intéressant. Vous avez le café toujours dans une tasse en verre pour qu'on voit le liquide. Et ce qui est très spécifique du café aussi, c'est qu'on voit la mousse. N'est-ce pas? Pour le chocolat, il y a aussi cet aspect mousse. Et pour le crément, peut-être aussi, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qu'on ne décrit pas pour le vin, mais qu'on décrit toujours pour le café. Et c'est aussi le seul point pour le café où on va s'intéresser au visuel. Parce que de toute façon, on ne va pas décrire les nuances de noir du café, parce qu'un bon café, c'est très noir, et voilà. Mais la mousse, elle peut être ambrée, ou dorée, ou je ne sais pas quoi. Bon. Et quelquefois, on voit aussi l'emballage, alors que pour le vin, on avait vu que c'est toujours la bouteille, et quelquefois la bouteille plus simple. Oui. Le degré d'intensité, alors il y a une échelle de 12 degrés, et le café le plus intense de chacune des deux entreprises est de degré 12. Le profil aromatique, alors ça va être décrit par des adjectifs, intense, savoureux, etc. La taille de la tasse, ça aussi c'est normé, hein, qu'on peut avoir ristretto, espresso, lungo et latte. Alors la plupart sont espresso, mais quelques-uns sont lungo. Et le prix, ça doit comprendre obligatoirement le prix et le lien vers le panier. Pour le thé, il y a plus de choses. Et maintenant, on s'intéresse à la rubrique nom, parce que ça c'est intéressant. Quels sont les noms des cafés? Eh bien, si vous regardez bien, un nom d'un café, un nom de café comme il faut, se doit d'être italien. C'est toujours soit de l'italien, soit du pseudo-italien. On a aussi du pseudo-italien, en vivo fortissimo, hein, mais bon, sauf, alors si vous regardez bien, parce que là les cafés sont classés par ordre d'intensité, et bien le plus intense de chaque série a un nom qui n'est pas italien. Oui, pour montrer que, parce que le café italien c'est très bon, c'est très fort, c'est raffinement et tout, mais on indique que c'est un café pas comme les autres, qui est extrêmement fort, et là ça devient, je ne sais pas,
onyx, c'est un nom d'une pierre précieuse noire. Et khazar, je n'ai pas trouvé, je crois que si quelqu'un peut l'interpréter, je pense que c'est un nom imaginaire, oui, qui ressemble peut-être à du russe, ou, je ne sais pas, ou du mongolien. Enfin, qu'est-ce que c'est? C'est une étoile. Ah, merci. Très bien. Bon. Donc, vous voyez que voilà pour les noms. Et les saveurs, eh bien, ça c'est la même liste avec les saveurs telles qu'elles apparaissent dans le texte. Eh bien, ce sont donc des adjectifs qui se répètent comme intense, puissant, épicé, et puis vers les cafés moins forts, ça devient doux, léger, et au milieu, c'est équilibré ou élégant. Enfin, bien. Après, mon étudiante a essayé de classer les cafés suivant leur intensité et de les placer sur une échelle. Et je pense que l'essentiel de ce qui ressort ici, c'est que justement les deux les plus forts ne portent pas de nom italien. Les autres portent des noms italiens. Après, qu'est-ce qu'on a? Après, autre partie du texte, la description. Vous voyez à peu près ici la longueur de cette description pour le café. On va voir que pour le thé, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus complexe. Alors, qu'est-ce qui frappe, qui est peut-être différent du vin? Parce que, évidemment, on a des descriptions organoleptiques. Est-ce que c'est écrit en assez gros à la rigueur, hein? En tout cas, il y a toujours les sortes de café qui ont été utilisées et l'assemblage et l'origine. Donc, par exemple, assemblage issu d'un arabica typique d'Inde et d'un robusta du Mexique. Oui, il y a toujours, et ça c'est typique du café et que du café, la torréfaction. Donc, de torréfaction noire, moyennement torréfiée, légèrement torréfiée, profondément torréfiée. Et certes, ça c'est optionnel, pour certains cafés, on indique le moment de consommation. C'est plutôt pour les cafés moins forts. On dit peut se consommer toute la journée. Ou le café idéal pour le matin. Enfin, oui, c'est comme ça qu'on va dire il est moins fort. Donc, parce qu'il y a des consommateurs qui aiment le café moins fort. On ne peut pas dire le café, il est meilleur, plus il est fort, plus c'est bon. Non. Mais on a tendance à euphémiser un peu, élégant, léger, équilibré, pour dire qu'il est moins fort. Moi, j'aime le café pas fort du tout, hein, oui, transparent, oui. Mais je ne pense pas qu'il y ait un jus, oui. Le jus de sauternement. Bon, mais je ne pense pas qu'il y ait une entreprise qui arrive à euphémiser ça, à faire une telle description d'un café qui n'a pas de goût. Bon, bien. Après, donc, l'analyse, on passe à l'analyse linguistique, et là, on va analyser uniquement la partie description. Hein? Oui. Alors, on a un petit prélude qui... ah oui, là déjà, la roue des arômes du café, une des roues des arômes, il y en a plusieurs, je vais vous en montrer deux. Celle-là, elle est très intéressante parce qu'elle montre l'importance des régions. Hein. Elle est structurée d'après Robusta, Arabica et donc les types de café et puis aussi les régions. Mais ça, c'est seulement une possibilité. Alors nous, on va commencer par un petit prélude. Oh zut, ça ne montre pas. Tant pis. En arrière. Ah, maintenant ça y est. Alors quelques procédés publicitaires, parce que c'est quand même aussi un langage publicitaire, un genre de texte publicitaire, et une note sur les cafés décaféinés. Et ensuite, on passe à l'analyse linguistique. Donc, quelques procédés publicitaires, eh bien, on a quand même des exemples de textes ou de procédés publicitaires. Par exemple, si on regarde les verbes, c'est pas intéressant. Hein. On a étudié les verbes, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Mais on a quand même certains verbes qui expriment ce que fait le café avec le consommateur. Alors, il éblouit les sens, il exalte, il est exaltant,
il est vivifiant. Hein. Donc ça, c'est un petit peu un aspect. Ou bien ils ont aussi des métaphores qui font rêver. Il faudrait faire une étude à part sur les métaphores. Je pense que nous, on a commencé et puis on a vu qu'il fallait faire une étude à part. Mais on a des métaphores comme un voyage intense, inoubliable, ou une expérience de dégustation particulièrement stimulante. Ça, c'est vraiment le vocabulaire publicitaire qu'on va trouver aussi. Moi, j'ai eu une étudiante qui a travaillé sur les publicités de voitures. Eh bien, ça ressemble beaucoup aussi à, par exemple, cette fonction de l'impératif. Donner libre cours à, découvrir, tout ça, ça se trouve aussi dans les pubs de voitures. Mais il est intéressant de voir que ici, c'est que dans 2 exemples sur 10. Hein, donc, c'est pas très très fort. Et puis, les cafés décaféinés, eh bien, la description du décaféiné ressemble à celle de n'importe quel café, mis à part la mention qui se répète presque identique chez tous les cafés décaféinés, le même caractère puissant et le même goût contrasté que le machin, le même caractère fort, le même corps intense et les mêmes notes agréables. Donc, il y a toujours l'adjectif le même, et on souligne que c'est le même goût et la même qualité, etc., que le café véritable. Oui. Donc, voilà, pour moi, qui boit le café uniquement pour l'effet qu'il fait et qui n'aime pas tellement le goût du café, à quoi est-ce que ça sert un café qui a goût de café, parce que déjà je n'aime pas, et qui après ne me réveille même pas. Enfin, bon. Mais c'est important, donc pour le décaféiné, il est vendu comme l'équivalent, mais ça n'est pas tellement normal ou on ne s'attend pas à ce que ce soit tout aussi bon ou tout aussi fort que le café véritable. C'est pour ça qu'il faut mettre l'accent point. Hein? Bon, là on passe maintenant vraiment à l'analyse linguistique. Et celle-là, on va voir aussi pour le T, on l'a faite à travers surtout l'analyse des adjectifs, puisque c'est dans les adjectifs et aussi des noms, hein, mais c'est dans les adjectifs en premier lieu et les noms en second lieu que se joue la description organoleptique. Et c'est beaucoup plus intéressant, justement, puisque nous on a regardé les verbes, pas terrible, oui, mais les noms et les adjectifs, là on peut vraiment dire des choses. Et on distingue entre 2 catégories principales. Et là, le premier exemplier pourrait déjà... Où est-il? Le premier exemplier, il y a tout le monde là. C'est bien. Alors, la première distinction qu'on a voulu faire et qui marche assez bien, c'est entre adjectif et nom organoleptique et adjectif et nom valorisant. C'est-à-dire ceux qui décrivent le goût, la saveur, la texture, etc., et ceux qui disent que c'est magnifique, exquis, sublime, etc. Mais on a trouvé une 3e catégorie de vocabulaire importante, puisque tout ce qui est en jaune, ce sont des noms de catégories organoleptiques. Alors, je donne beaucoup plus tard, j'aurais dû le faire plus tôt, une définition de ce que c'est qu'un nom de catégorie organoleptique. C'est quelque chose qui est un support pour une des qualités organoleptiques décrites par les adjectifs, c'est-à-dire évidemment goût, saveur, parfum, etc. Mais ça peut être aussi une note, une nuance ou bien ça peut être aussi la mousse, par exemple pour le café, puisque c'est un élément qui sera ensuite décrit, ou bien la feuille, le bourgeon pour le thé, puisque c'est un élément qui ensuite pourra avoir des qualités organoleptiques. Et là, c'est intéressant de voir justement quelles sont les catégories et en quoi elles sont différentes de celles du vin, ou en quoi ça se ressemble beaucoup. Donc, on a refait cette analyse en recoloriant de différentes manières. Et je pense que maintenant, donc, vous avez entre vos mains la version définitive. Voilà. Je peux passer, je crois, tout de suite aux résultats qui correspondent au schéma que vous avez au verso de la feuille. Oui, c'est une seule feuille, un seul schéma, donc un tableau
où nous avons donc classé les noms et les adjectifs d'après ce qu'ils sont valorisants ou organoleptiques, ou bien des catégories organoleptiques, et aussi il y a un décomptage, justement. Hein. On a mis en haut les plus... Ça ressemble beaucoup, Olivier, à ce que tu as fait. Hein. Toi, tu compares les experts et les non-experts, mais sinon, le décomptage d'adjectifs, on a fait un peu... Les catégories se recoupent un petit peu. Voilà, voilà. Et même le tableau Excel se ressemble à ce qu'on a fait. Bien. Alors, là, il y a par exemple, je vais tout de suite résumer les résultats. La description organoleptique est complexe et les termes ressemblent beaucoup à ceux du vin. Il y a des recoupements immenses. Et ce sont en gros les mêmes catégories organoleptiques que le vin. Donc vous avez notes, caractères, arômes, bouquets, etc. Mais la mousse, elle vient s'ajouter. Donc cette attention portée à la mousse, qui est le seul, et la mousse est le seul élément du café pour lequel on s'intéresse au visuel, à sa couleur, à sa texture. Alors que pour le thé, tous les éléments sont décrits aussi du point de vue visuel. Et on insiste aussi sur le degré de torréfaction qui est un facteur de goût. Et l'adjectif organoleptique le plus fréquent est grillé. Alors là, c'est quand même quelque chose qui se démarque. Après, ça c'est important, la valorisation prime de loin la description organoleptique. Si vous regardez les listes, celle qui est la plus longue, c'est celle des adjectifs valorisants. Voilà. Et l'adjectif valorisant le plus fréquent est intense. Donc, c'est une catégorie pour le café positive. Hein. Normalement, un bon café est un café intense, pas ce que je vois moi. Hein. Voilà. Mais à nuancer, parce que certains consommateurs aiment bien aussi des choses comme délicat, subtil, rond, ça existe aussi. Hein. Mais dans les noms aussi, du côté non valorisant, il y a puissance et force qui sont les premiers. Après, il y a aussi les moyens du langage publicitaire. Voilà, et les décaféinés, on a vu. Alors, je passe en conclusion à la roue des saveurs du café. C'est marrant, ça devrait s'appeler roue des arômes. Mais ça, il y en a 2 ou 3 justement sur Internet. Et c'est la plus belle, la plus complexe. Ça ressemble beaucoup dans la structure aussi à celle du vin. Et puis, ça n'a que le petit défaut de s'appeler roue des saveurs et pas des arômes. Bon. Bien. Conclusion sur le café. Eh bien, il y a un moule textuel qui existe, qui est clair, et une rhétorique spéciale. Les différentes entreprises utilisent un langage très similaire et les structures des textes sont les mêmes. Les noms des produits sont surtout italiens. Et les auteurs décrivent le goût et l'effet du produit, mais aussi l'origine, l'assemblage, le degré de torréfaction. Et on peut distinguer les adjectifs et noms organoleptiques, les catégories organoleptiques et la valorisation. Et il y a une combinaison d'éléments descriptifs et appellatifs. Et par rapport au thé, on va voir que c'est différent, ce n'est pas le même mélange. On passe donc au thé tout de suite. Et je commence à nouveau par 2 exemples, mais vous allez voir que je n'arrive pas à mettre mes exemples sur une page, parce que c'est un écran très long. Je dois le mettre sur 3 diapos. Et je vous montre rapidement les exemples, et ensuite on passe à la suite. Alors, un peu plus de 5 minutes. Non, Oui. j'arrive pas. C'est dommage. Ah ben, tu vas voir, ça va être modéré. Non, c'était trop tard, je n'ai pas su. C'est dommage. On va te donner 10 minutes maximum, d'accord? Bon, ça ira. Bien, alors là, donc les exemples. Les parties non privantes, qualité, image, couleur et origine, description, il y a une longue partie description.
et une longue partie note de dégustation, qui est très structurée, on va le voir. Après, on a même pour une des deux entreprises le conseil de l'expert, l'origine, la couleur, les suggestions de préparation. Ça, c'est donc la structure, même si la même structure se répète pour l'autre. Et si on compare les structures du café et du thé, eh bien, on a des éléments spéciaux pour le thé, origine, couleur, préparation, qualité. Mais ça ne signifie pas que ces éléments ne soient pas cachés quelque part dans les descriptions de café. Ce qui frappe, c'est la partie description nettement plus longue et nettement plus structurée. Une description brève, une description longue et la note de dégustation à part qui est tout plein des adjectifs organolés. C'est plein. Alors, on saute peut-être les noms. Les noms sont une combinaison d'éléments anglais et d'éléments des langues d'origine du thé. Hein? Un peu de français, mais pas beaucoup. Les couleurs, eh bien, la couleur du thé, c'est pas vraiment la couleur du thé. Je veux dire, la couleur d'un vin, on va la décrire jaune paille, rubis, etc. Mais pour le thé, c'est la sorte. C'est comme vin blanc, vin rouge, vin rosé. C'est la sorte de thé. Après, on aura dans les descriptions aussi des couleurs plus détaillées. Un thé jaune paille, oui. Après, bon, l'image, eh bien, on montre les feuilles sèches. Ce qui est intéressant, c'est que pour la qualité, il y a la mention grand cru aussi pour les thés. Je pense que c'est une mention qui a dû se reprendre sur le vin. Et il faudrait voir si elle revient dans d'autres produits, mais on utilise le terme de grand cru pour désigner un thé vraiment excellent. Quoi? Les cafés. Ah oui. L'huile d'olive. Oui. Ah, donc, ensuite, la description, la partie description. Oui, on va voir ça. Oui, alors, la partie description, regardez celle-là. C'est intéressant. C'est... où est-ce que je l'ai? Oui. Écoutez-moi ça parce que vous n'allez pas arriver à le lire là. L'introduction du thé en Afrique remonte à la fin du 19e siècle où les Anglais développèrent la théiculture pour s'assurer de nouvelles ressources d'approvisionnement. Autour du 20e siècle, de nombreux pays se sont également convertis, etc. Cette plante, donc il y a une nouvelle plantation, elle cultive d'excellents thés dans le respect de la nature et de l'environnement. Donc c'est le produit favorable à l'environnement, le produit éthique. Et le dernier paragraphe, c'est « Palais des thés s'engage avec Sabrina Krief, professeure au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, pour la protection des grands singes d'Ouganda, parce que le thé vient d'Ouganda, en soutenant la plantation Kalambi Estate, dont la culture biologique respectueuse de l'environnement permet la protection de la faune locale en reversant 1 euro au projet pour la conservation des grands singes pour chaque vente de 100 grammes du thé vert d'Ouganda, Kalambi Green. Donc, vous avez une initiative éthique qui est soutenue, la faune et la flore, la faune aussi, qui est soutenue et qui est dans la description du thé. Donc, on voit que l'entreprise a une préoccupation éthique qu'elle veut mettre en avant. Et là, l'arrière-plan, c'est que le thé a eu des problèmes comme produit, parce qu'on disait que sa production, il y a de l'exploitation des gens, ça détruit la nature, etc. Donc, les entreprises font exprès de mettre très en avant un côté de responsabilité de leur production. Bon, je pense que la seule chose qu'on peut encore faire, c'est de voir la note de dégustation. Regardez, elle a 3 parties pour le thé: feuilles sèches, feuilles infusées et liqueur. Alors, s'il faut expliquer, feuilles sèches, c'est telle qu'on l'achète. Feuilles infusées, c'est on fait l'infusion. Après, on retire les feuilles et on regarde les feuilles qu'on a retirées quand elles sont encore mouillées. Et liqueur, ça, c'est le thé en soi, c'est le thé qu'on boit.
hein, et qui sont décrits tous les trois, donc avec des catégories un peu différentes. Et vous voyez que pour l'autre firme, chacune de ces catégories de description a encore des sous-catégories très très détaillées. Et on va faire l'analyse linguistique. Vous avez le deuxième exemplaire. Voilà. Et je passe tout de suite aux résultats. Là, pour le T, j'ai étudié non seulement les organoleptiques, les valorisants, les catégories organoleptiques. Il y a deux aspects supplémentaires. Les noms d'évolution, c'est-à-dire l'évolution du goût dans la bouche, et les noms d'intensité. Et on va voir les résultats tout de suite. Vous avez aussi, comme ça, un tableau Excel à la fin du deuxième exemplaire. Là. Oui. Et ça donne des résultats assez intéressants, puisqu'on peut dire, si vous regardez les catégories organoleptique et valorisant, eh bien pour le T, l'organoleptique prime le valorisant. Hein, ça c'est très clair. Il y a une infinité de nuances, tant dans les adjectifs que dans les noms, et on reconnaît une très vaste gamme de termes que l'on connaît de par le vin. C'est lié au fait que les textes soient beaucoup plus longs que pour le café, et que la partie note de dégustation soit tellement complexe. Pour le thé, ce n'est pas la puissance qui compte, c'est la finesse, la subtilité, la complexité, et puis il y a aussi donc cet aspect longueur en bouche et changement de la bouche. Les adjectifs organoleptiques les plus fréquents sont fruité, végétal, doux, floral et épicé, et il y a presque autant de non-organoleptiques que d'adjectifs. Donc ça ressemble beaucoup à cette roue des arômes du vin. Et les adjectifs valorisants sont nombreux, mais il n'y a presque pas de noms valorisants. Il y a aussi une richesse de noms de catégories organoleptiques avec feuilles et bourgeons qui viennent s'ajouter. Et pour l'intensité, eh bien on n'a pas puissant ou quelque chose comme ça, on a subtil, doux et délicat. Et pour l'évolution, on a une série de termes spécialisés, consacrés. C'est attaque, on connaît, hein, puis pic, puis fond, et le tout, ça c'est la longueur en bouche. Et on termine sur la roue des arômes du thé, et on peut conclure, pour le thé, il y a déjà un moule textuel, il y a une description longue très complexe et des notes de dégustation très complexes. La terminologie organoleptique, je pense qu'on peut conclure qu'elle permet, par opposition au café, de mettre... Alors là, on va discuter, Olivier ne sera peut-être pas d'accord, mais avec une terminologie organoleptique tellement complexe, on peut mettre en avant les qualités du produit sans avoir à ajouter trop d'adjectifs valorisants, sans mettre exquis, magnifique, inouï, etc. La description insiste beaucoup sur l'origine du thé, et on se rend compte qu'il y a un problème d'image au niveau écologique et éthique qui sera directement adressé dans les descriptions. Alors, on en arrive à la conclusion générale. Eh bien, sur les sites de vente Internet, le café et le thé sont présentés à une manière très similaire à celle des présentations de vin, mais ce n'est pas identique. Hein. C'est valable surtout, justement, pour le côté organoleptique, l'art et la terminologie de la description organoleptique. Si on se rappelle les trois roues des arômes, eh bien, la démarche suivante dans la recherche, ce serait de voir les intersections et les différences des roues des arômes. Et je pense que il y a eu des chevauchements importants. On peut se demander d'un point de vue diachronique si c'est vraiment le vin qui a été le premier, si le café et le thé ont imité le vin, si tous les autres produits suivent ce que fait le vin, ou bien si ça s'est développé en parallèle. Il y a de la recherche en diachronie à faire. Moi, j'ai l'impression que le vin a été le produit phare, le produit pionnier,
qui a créé cette culture très raffinée et très complexe, et que les autres ont ensuite imité cela, du chocolat en passant par le fromage jusqu'au cigare. Hein. Bien. Je pense que justement il y a toute une série d'autres produits qui ont aussi une roue des arômes et qui commencent à se doter donc de ces formes de description standardisées et très complexes, l'huile d'olive, le cognac, le whisky, etc. Et la linguistique des textes de spécialité a tout à gagner à s'intéresser maintenant à tout ça, maintenant que le travail sur le vin a été fait, je pense, mais il y a du pain sur la fin. Merci Eva. Bon, on a commencé entre 9h10 et 9h15, donc on peut se donner encore 5 minutes, on s'était donné une amplitude d'une heure. Il y a une ou deux questions après cet exposé très riche, très dense, très intéressant. Merci en fait, voilà, merci. J'ai un commentaire, une question, parce qu'en fait, il y a quelques mois de ça, c'est en janvier dernier, j'avais été contacté par une agence de copywriting, en fait, qui rédige justement une description sur le produit d'estimation belge, que je ne nommerai pas. Donc en fait, c'est ce qui appelle une agence de copywriting. Quel produit? Des produits généraux des fines, donc c'est-à-dire qu'on avait les olives, les tomates, des choses très très variées, des tartinades, des confitures. Et en fait, donc, ces agences font appel ensuite elles-mêmes à des rédacteurs indépendants en finance. Ah, moi j'aimerais bien rédiger ce genre. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus sur la manière dont c'est construit, parce que moi-même, du coup, je me suis amusé à faire ça parce que c'est du vélo. Il se trouve que pour certains produits, on avait 3 ou 4 mots-clés qu'il fallait absolument passer dans le texte, et d'autres, on n'avait rien. Donc, moi-même, là pour le coup, c'est pas que je suis pas c'est le rédacteur, mais je m'étais amusé à créer des discours totalement fantastiques, parce que j'avais pas une quantité de produits, sur de la Ah bon? on ne peut pas les échanger de produits. Je peux le faire en 3 jours parce qu'il n'y a pas de temps. Et en fait, je me pose la question. Alors, je pense que pour des grandes marques, des grandes entreprises du café, du vin, etc., c'est très différent parce qu'il y a une construction quand même sur, évidemment, sur la qui travaille sur la. Ils auront au moins goûté le produit. Voilà, mais je me demande dans quelle mesure il y a un certain nombre de discours qui circulent sur Internet sur ces produits-là, qui sont en fait de la construction pure, avec parfois un lien qui est au niveau de zéro, gustatif avec le produit, et celui qui est rédigé ne sait même pas en fait goûter le produit en question. Donc comme je l'ai vécu, je me pose la question de savoir si à un moment donné sur les processus de construction de ces discours-là, il n'y aura pas de choses à faire en termes d'études, parce que là, à mon avis, c'est assez, ça donne un champ assez intéressant. Et comme la question avait été posée justement, je me permettais de rebondir un peu sur le. Ah mais c'est une expérience très intéressante. Je n'aurais jamais pensé que ce soit possible. Oui, c'est juste peut-être une remarque pour répondre à la relation thé-café et la place du vin comme modèle. Moi, je pense que le vin sert de modèle. Pourquoi? J'ai une étudiante qui, pour arrondir ses fins de mois, travaille pour le ballet d'été. Oui, et donc, je peux la rencontrer. Je voulais la faire venir, mais bon, elle ne voulait pas. Et elle me dit, ah ben oui, ça m'intéresse parce qu'en fait, je suis thé sommelier. Et là, je me suis dit, mais bon, ça existe, un thé sommelier. Donc, il y a le modèle du vin, mais du coup, il faudrait voir aussi jusqu'où va ce modèle, même dans les métiers qui peuvent se décliner. Et ça, c'est aussi intéressant. C'est une autre partie qu'on n'a pas abordée, sur les métiers de produit. Oui. Du coup, ça donne une ouverture. Oui, mais les métiers, hein. Oui. Et un sommelier existe déjà depuis les années 80, une époque à laquelle on avait fait aussi des sommeliers spécialisés sur l'eau, avec des concours de sommeliers spécialisés sur les différents. Ah oui. Donc le sommelier, étymologiquement, donc il y a. Vous avez deux sommes qui transportaient les tonneaux de vin. La bête de somme qui transportait les tonneaux de vin. Donc le sommelier-té, ça marche pas bien à la termination. Comment ça s'appelle ça? Après les années 80, on a pu faire évoluer la profession avec des besoins aussi de consommateurs qui évoluaient. On a commencé à créer des concepts de restauration, on ne servait que de l'eau, ou que du thé à ce moment-là. C'est avec l'arrivée de mariage frais. De terminologie. Il y a un diplôme de sommelier, Anne? Il y a un diplôme?
faudrait que je lui demande, je vais creuser. Il y avait une demande de parole de Laurent. Juste pour compléter sur le thé, Voilà. il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle Thé sommelier, chez Duno en 2016. Thé sommelier. Thé sommelier s'appelle comme ça. Et donc il y a effectivement un diplôme de sommelier pour le thé à Paris, l'école du thé ou des thés, je ne sais plus. Et en Allemagne, on peut trouver des sommeliers pour le café, des sommeliers pour le fromage et des sommeliers pour le chocolat. Et qui s'appelle vraiment sommelier. C'est dommage. C'est dommage, j'aurais dû trouver un autre terme. J'ai une question à double destinataire. Destinataire 1 Eva et destinataire 2 caché Patrick. À propos de déroute des arômes. C'est vrai que maintenant on fait des routes des arômes qui sont absolument purs. Et par rapport à ce que tu as expliqué hier, Patrick, on en a déjà souvent parlé, c'est quand même des tentatives, pour pas dire des volontés d'objectivation et d'objectivisme forcené de catégories qui, alors maintenant que j'ai vu les tiennes, j'en suis encore plus persuadé, n'ont rien à voir les unes avec les autres. Quand on voit la roue extérieure avec les origines géographiques, enfin qu'on veut, c'est juste pour avoir sa roue des arômes, et pour mettre dedans. Alors donc c'est un pur produit. Marketing, affichage. Mais tu as raison, mais j'en ai vu deux. Mais t'en as vu deux. Hein. La première, elle est jolie parce qu'elle est bien dessinée, je l'ai mise comme illustration, mais la deuxième, elle est sérieuse. La deuxième sur le café, elle est à prendre au sérieux. La première, je l'ai inclus parce que justement, elle est jolie. Et alors, ce qu'il faudrait savoir, mais toi, tu te fais intéresser cette question-là, c'est comment elles sont construites. Alors, pour le vin, on le sait à peu près, mais les autres, le résultat de quelle procédure heuristique il y a aussi dans les roues, il y a bien sûr cet objet marketing, cette objectivation, mais il y a aussi cette, dont on parlait hier, cette normalisation, c'est de remettre de l'ordre, de normer les descriptifs des breuvages avec ce système de roue là, de normer le paysage descriptif en éthique, comme ça. Oui. Donc ça c'est vraiment ancré dans les gènes aussi de la... Et Patrick, il y a même une troisième dimension, parce qu'effectivement, tu catégorises, tu discrétises, comme on dit, parce que tu vois en chacune des choses. Après, tu normativises, c'est vrai, mais en même temps, tu systématises, puisque ces roues, elles ont aussi pour fonction, elles ont une approche holistique, c'est-à-dire que tu as tout, les variables, normalement, qui sont intégrées. Et donc, ça donne le sentiment d'une totalité perceptive que tu englobes. C'est pour ça que englober, justement. Hein, là, le périmètre du cercle, ou alors le dernier était plus spiralesque avec l'escargot, là. Hein, ni escargot, ni spiralesque qui démarre. Le défaut que je trouve avec les rouges, j'en utilise en cours, et à chaque fois, c'est la profondeur culturelle qu'elle apporte. On ne sait pas sur quel spectre culturel elle a été créée et ce qu'elle souhaite représenter. Quand tu as une classe avec des gamins européens et des gamins avec des origines asiatiques, naturellement, les origines asiatiques, on sait, ont dépassé largement les 4 voire 5 saveurs européennes aujourd'hui. Et là, on ne sait pas s'il n'y a pas d'autres termes qui vont apparaître, sinon c'est vraiment une multiculturalisation. Alors, deux questions, Richard et Olivier, peut-être après. Rapidement sur la roue, justement. On a bien vu que toute la partie gauche qui concernait le Robusta, il n'y avait pas d'origine géographique. On se demande si c'est le Vietnam, dont on sait qu'il présente l'expansion de culture. La première chose, et la deuxième chose, ça servent à quoi ces roues? Personne s'en sert. Non? Personne s'en sert. Enfin, moi, je suis dans le 2020. Il y a pas de Nobel qui a commencé dans les années 80, 90, mais personne s'en sert. Ah bon? Ça ne sert à rien du tout. Si, à faire des présentations PowerPoint. Ça fait très chic. Elles n'ont aucun sens, parce qu'à un moment c'est circulaire, deux mots finissent par se toucher, sans être de la même famille, sans qu'il y ait un continuum. Il n'y a aucun continuum. Personne s'en sert. Olivier, on termine. Je suis d'accord. C'est pas des catégories, ils ont donné une sorte d'ordre, un petit peu sans poésie. Oui, mais c'est un outillage politique, oui. C'est là totalement décontextualisé. Il y a des cultures qui savent que c'est un pamplemousse, il y a d'autres cultures qui savent que c'est une pitahaya, et il y a d'autres cultures qui savent que c'est qu'une goyave. Et donc la roue des arômes, on veut la normaliser, la standardiser, mais il y a des gens qui ne comprennent pas la moitié, parce que dans leur culture, il n'y a pas la présence de
Et donc on est dans un discours totalement délocalisé, décontextualisé, qui ne sert pas au consommateur. Puisque le consommateur, lui, quand il l'évalue, il va parler avec son expérience et sa culture locale. Donc on a ici de nouveau le paradigme d'un discours qui est global avec une évaluation locale. Oui, exactement. Donc on a cette et je voulais juste revenir sur la parallèle avec le chocolat. Très rapidement, parce qu'on aura une ultime question. Donc sur le parallèle avec le chocolat, et sur le chocolat, on n'a pas du tout la même vision. Pourquoi? Parce que on va évaluer la poudre de chocolat qui sert à faire différentes préparations. Donc cette poudre de chocolat, elle va être décrite. Et la poudre de chocolat va servir à faire du chocolat en eau, va servir à faire le chocolaté, une bâtine de chocolat qui va être en lait, va servir à faire une crème fouettée de chocolat. En fait, on ne va pas évaluer la boisson du chocolat de la même manière parce qu'on revient au produit qu'on utilise, qui est la poudre, pour créer différents produits finis. Donc il est difficile dans le chocolat de trouver effectivement une description du chocolat boisson, parce qu'en fait, l'ingrédient initial sert à faire plusieurs produits. Alors que dans le thé, on a une fusion. Dans le café, on a le café, on n'a qu'un seul produit. Mais en plus, ça ne s'adresse pas au consommateur alors. Ça s'adresse aux professionnels. Un consommateur, ça ne lui sert à rien de lire cette description de la poudre. Mais sur le site, le consommateur, lui, il va évaluer la poudre. Parce qu'il va dire, avec cette poudre, j'ai pu faire telle boisson. Et voilà. Mais en fait, on revient sur l'évaluation de la poudre et non pas sur le produit fini. Sur le produit fini. Voilà. Merci. Alors, Laurent, le sage et le tolérant, nous permet d'avoir trois petites questions. Alors, on va faire dans cet ordre. 1, 2, 3. C'est juste une petite information sur la roue du thé. Donc j'ai pu rencontrer une expertise qui était au départ sommelier et après elle s'est convertie dans le domaine du thé. Et pour les arômes, elle n'a pas fait une roue d'arômes, elle a fait un éventail d'arômes. Du coup, on voit qu'il y a deux extrémités. Donc c'est des goûts opposés, c'est différent. Est-ce qu'on peut la voir? Est-ce qu'on peut la voir? Ça fait des polarités. Oui, je peux vous envoyer le... Et c'est culturel? Voilà. D'accord. C'est culturel aussi, oui. Du coup, c'était juste pour une précision au niveau de la roue des arômes, au niveau du café. Donc, il y en a une plus récente qui est sortie. Et la construction s'est faite vraiment sur un panel entraîné. Donc, c'est une université aux États-Unis. Et c'est vraiment des personnes qui sont entraînées. Il y a eu un consensus au niveau des descripteurs. Et du coup, c'est vrai que le consommateur, il ne connaît pas toutes ses notes, etc. Mais ça a été fait avec un panel entraîné. Oui, j'ai dû tomber là-dessus, mais moi j'ai choisi des arômes en français. Ah oui. Oui, mais c'est vrai que si on inclut celle en anglais, il y en a beaucoup plus et il y a encore plus de produits. Voilà, non mais il y a eu la dernière qui est sortie avec la SCA et qui semble être celle officielle et très très complète. Mais par contre, on peut la trouver où, tu sais, non, si on tape c'est Flavor Wheel et c'est avec la SCA qui est la Specialty Coffee Association. Et un jour, on travaillera sur le mot officiel. Avec le problème de la traduction des arômes, parce que ce que tu viens de dire, moi j'ai fait cours cette année à la Wine and Spirit School, il fallait le faire en anglais, avec finalement pratiquement aucun francophone dans la salle, et c'est traduit strictement mot à mot, comme si c'est une mot que des étiquettes, et naturellement à chaque fois qu'il y a minéral, il y a mineral en face, et quand il y a mineral, il y a minéral. Et qui va se poser la question de savoir si la conceptualisation cognitive de minéral et de mineral, c'est la même chose? Tout le monde s'en fiche, ce sont que des étiquettes. Il y a vraiment peu de chances que ce soit la même chose. Et ça, c'est un problème. Patrick? Oui, juste une petite remarque finale, très intéressante. Pareil, c'est la conclusion de dire qu'il va falloir du pain sur la planche. Je pensais aussi en termes de pain sur la planche sur l'hybridation de ces breuvages. Le pain, c'est pas seulement l'hybride. Quoique il y ait des vins aromatisés avec des vins naturels, comme ça. Mais dans l'univers du café, on a de plus en plus de macchiato, de latte, de chocolat. Et la bière avec les... Des thés avec des intrants de fruits, de chocolat avec... Hier, on a vendu du chocolat avec de la mangue. Ah oui. On a eu l'explosion là, de ces
Hybridation. Ah oui. C'est très intéressant d'étudier aussi cette évolution sensorielle, etc. Oui. Pour aller en sens de statistique, ce qui est marrant aussi, c'est l'utilisation de 19e thé, café et des services peu chauds. Il a fallu attendre milieu, fin du 20e pour qu'il y ait enfin le café frappé, le thé frappé. Et aujourd'hui, il y a des segments de population qui consomment le thé glacé, par exemple, déjà tout distribué en surface, avec des terminologies, des argumentaires qui sont quand même très différents des argumentaires que tu as évoqués chez Mariage. C'est un autre schéma. D'accord. Est-ce que cette discussion a été enregistrée? Oui. C'est bien. Moi, je n'ai pas pu prendre de notes. Je voudrais l'avoir. C'est très mais tu vas demander à Mathieu de retranscrire la discussion. Voilà. En français, en anglais et en espagnol, bien sûr. Merci Eva, tu vois que le temps de questions est déjà. Maintenant on accueille Albin et Léo, nos angevins. Ah, nos anges. Je vois bien que